Salut les Blooders, c'est Marcelf. Alors petite vidéo avec un sujet qui va concerner du gameplay à Flesh and Blood. Donc le sujet c'est les erreurs à éviter quand on démarre le jeu, quand on débute le jeu, les erreurs à éviter pendant la partie. C'est du gameplay dont je vais vous parler. Avant ça, j'avais juste un truc à vous dire. J'ai fait ma première armory dans ma boutique locale ce week-end, ce samedi, donc au jeu de la Comté à Besançon. Donc Besançon, c'est une petite ville, hein. On était 8 inscrits pour une première armory dans une petite ville. C'est vraiment génial, ça s'est super bien passé, tout le monde a passé un super moment. Et du coup, c'est vraiment top qu'il y ait une communauté qui se lance comme ça dans ma ville. Les jeux de la Comté, c'est vraiment une super boutique, donc je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et donc si vous passez par Besançon, n'hésitez pas à aller les voir. C'est vraiment une boutique géniale avec une communauté géniale. Donc ça explique aussi pourquoi j'ai un nouveau tapis. Voilà, donc merci aux jeux de la Comté. Donc sur les conseils pour démarrer au niveau du gameplay, donc comme la précédente vidéo, hein, c'est des conseils entre guillemets, hein, parce que c'est très général et ça s'appliquera pas toujours dans certains cas particuliers, hein, vu qu'il y a plein de situations très différentes à Flesh and Blood. Mais voilà, pour démarrer, ça peut peut-être aider certains à éviter de commettre des erreurs dans leur première partie. Donc la première erreur, c'est au moment du toss. Vous gagnez le toss et vous choisissez de commencer alors que vous devriez laisser commencer. C'est à Flèche, hein, c'est pas comme dans d'autres TCG. Si votre plan de jeu c'est d'être l'agresseur, et puis quand vous démarrez, les decks avec lesquels on démarre, c'est souvent des decks plutôt aggro. En principe, quand vous êtes l'agresseur, vous allez vouloir laisser votre adversaire commencer, parce que comme ça, vous pouvez défendre gratuitement pendant son premier tour, vu que tout le monde repioche à la fin du premier tour. Et comme ça, pendant votre premier tour à vous, c'est vous qui allez prendre la tempo, c'est vous qui allez obliger votre adversaire, alors soit à se défendre avec des cartes de sa main, soit à perdre des points de vie. Mais comme lui, il va pas repiocher de cartes, c'est vous qui serez en avance en termes de tempo, et c'est vous qui lui imposerez donc soit de se défendre, soit de perdre des cartes, soit de perdre des points de vie. Et donc dans un miroir de deck aggro où personne ne veut défendre, hein, où personne n'aime défendre, c'est très important de laisser commencer votre adversaire, parce que ça vous donne un avantage d'être devant en termes de tempo. Ça vous donne un avantage que votre adversaire aura du mal à rattraper si son deck, comme le vôtre, n'aime pas défendre. S'il choisit de garder sa main et d'encaisser votre premier tour avec ses points de vie, vous êtes en bonne posture, hein, parce que vous allez être devant en termes de points de vie. C'est lui qui sera obligé de défendre en premier quand tout le monde quand il sera descendu assez bas en points de vie. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, hein, en blitz, donc du coup c'est lui qui sera obligé de défendre en premier pour pas mourir. Et comme c'est pas son plan de jeu, vous garderez la tempo face à un deck qui n'aime pas défendre, et donc vous aurez de grandes chances de gagner la partie, hein, surtout si c'est du blitz. Dans plein d'autres situations, il faudra mieux commencer, hein, vous choisirez de commencer. Par exemple, si vous jouez contrôle, ou si vous avez un deck qui a besoin de s'installer, là vous avez tout intérêt à commencer. Ou alors si vous avez aussi un héros qui peut empêcher votre adversaire de défendre tour 1, par exemple avec Dominate. Si vous jouez Bravo, vous aimez bien commencer, parce que vous pouvez faire du Dominate tour 1, par exemple. Donc dans ces cas-là, vous préférerez commencer. Mais si vous jouez aggro, la plupart du temps, je vous conseille de laisser... vous n'avez pas envie de commencer, en fait. Deuxième erreur qu'on voit aussi parfois chez les nouveaux joueurs, si vous jouez un deck aggro,
en principe, toujours dans l'idée qu'on démarre avec un deck aggro, vous allez vouloir garder vos cartes en main parce que vos cartes sont meilleures en attaque qu'en défense. Par exemple, vous prenez Faille, il a beaucoup de cartes qui défendent à 2 et qui tapent à 3, 4, voire plus, tout en vous apportant des effets supplémentaires. Ça vous apporte un maillon de chaîne draconique en plus, ça vous apporte un effet de touche. Et donc en principe, Faille, il ne voudra jamais défendre, il va utiliser ses points de vie comme une ressource tant qu'il peut, et il va essayer de garder ses cartes en main pour agresser son adversaire. Alors, les seuls cas où les decks aggro vont vouloir défendre, c'est vraiment s'il y a un effet, si en face il y a un effet de touche trop embêtant, là vous allez être obligé de défendre. Ou alors si vous avez une main pourrie, si vous avez une main que vous pouvez pas jouer en attaque, qui fera rien en attaque, et ben ce sera plus intéressant de défendre pour préserver vos points de vie et d'attendre une prochaine main qui sera sans doute meilleure. Et puis alors évidemment, si vous êtes face à une attaque létale, ben là vous n'avez pas le choix, vous devrez défendre, mais là vous serez sans doute en mauvaise posture. Donc si vous devez défendre, si vraiment vous devez défendre, faites-le, essayez de le faire de la meilleure manière possible. Utilisez, alors si vous en jouez, utilisez des réactions de défense pour bloquer ce qu'on appelle les breakpoints, c'est-à-dire en français on pourrait dire les points de rupture. C'est-à-dire si votre adversaire vous attaque à 4, c'est un point de rupture parce que la plupart des cartes elles défendent à 3, et donc si vous voulez bloquer une attaque à 4 qui a un effet de hit, qui est chiant pour vous, vous allez devoir, ça va vous coûter 2 cartes, sauf si vous défendez avec une réaction de défense qui défend à 4, comme immersion profonde ou destin tracé rouge, ou alors si vous avez des équipements qui vous donnent la valeur de défense. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les légendaires qui bloquent à 2, voire une fois à 2, une fois à 1, sont des cartes très importantes dans le jeu, surtout en blitz, puisque vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Et c'est pour ça aussi que les decks aggro qui sont capables de bien défendre avec leurs équipements, comme par exemple guerriers, sont très forts en blitz, parce que justement ils vont pouvoir ne pas être embêtés par les attaques adverses, et ils vont pouvoir défendre tout en gardant les cartes dans leurs mains. La troisième erreur dont je voulais parler, c'est le fait de ne pas utiliser son arsenal. Souvent, c'est mieux de faire un tour moyen et de mettre une carte dans l'arsenal pour ensuite faire un tour de folie au prochain tour, plutôt que de faire juste 2 bons tours où vous faites que jouer vos 4 cartes à chaque tour. C'est surtout contre les decks qui aiment défendre que ce conseil est important, parce que si vous passez la partie à cracher vos 4 cartes à chaque tour contre un deck contrôle, vous allez perdre, parce que vous n'arriverez pas à passer au-dessus de la défense de votre adversaire, et vous allez vous fatiguer sans lui mettre de points, puisqu'il va défendre toute la partie. Donc pensez bien à mettre une carte dans votre arsenal pour vous installer, pour faire un tour qui sera bien meilleur à 5 cartes, voire plus de 5 cartes si vous avez des effets qui vous font piocher en plus. Mais ce sera bien meilleur de vous installer contre un deck contrôle en faisant un tour à 5 cartes que d'enchaîner les tours à 4 cartes. L'arsenal dans le jeu, c'est souvent le seul moyen dont les héros disposent pour vraiment s'installer, et ce sera un outil très important pour battre les decks contrôle. La quatrième erreur dont je voulais parler, c'est trop se livrer contre les sorciers. Donc le match-up sorcier, c'est un truc un peu particulier, mais je vais vous donner 2 conseils pour vous en sortir dans ce match-up. Donc le premier conseil, c'est d'utiliser des équipements et des cartes qui permettent de prévenir les dégâts d'arcane. Donc utilisez au moins Arcane Barrière 3, enfin 3 équipements qui ont Arcane Barrière 1 si vous jouez suffisamment de bleus dans votre deck. Si vous jouez des bleus, c'est très important d'avoir au moins Arcane Barrière 3 pour prévenir 3 arcanes avec une bleue.
Si vous avez accès à des équipements Spell Void, c'est les équipements qu'on peut détruire pour prévenir directement de l'arcane sans pitcher. Donc c'est très fort, puisque ça permet de prévenir de l'arcane sans utiliser de carte de votre main. Et ça peut être bien. Alors il y a l'Arcane Barrier, il y a les Spell Void, mais il y a aussi des cartes comme Sigil of Solace, donc Sceau de Consolation en français, rouge, qui vous permettent de gagner des points de vie en instant et donc de contrecarrer les plans du sorcier qui avait fait ses petits calculs qui pensait vous tuer à un point de vie près. Vous lui sortez un sigil et ça peut complètement contrecarrer ses plans. Et il y a aussi une nouvelle carte commune générique qui est sortie dans Uprising qui s'appelle Oasis Respite et qui est très forte pour ça aussi, parce que c'est un instant qui coûte 1 et qui prévient 4 dégâts d'une source quand vous jouez la rouge. Donc c'est une super carte pour calmer les sorciers comme canaux. Donc ça peut être aussi une carte très intéressante à mettre dans votre deck si vous savez que dans votre méta il y a des sorciers. Et le deuxième conseil, en plus d'avoir ces outils-là, c'est essayer de jamais vider complètement votre main quand vous attaquez, surtout si vous êtes bas en point de vie, parce que ça va créer une opportunité pour le sorcier de vous tuer avant de résoudre votre attaque. Et forcément, si vous avez vidé votre main, vous n'avez plus les moyens de prévenir les dégâts en pitchant pour les Arcane Barrier par exemple. Donc essayez si vous le pouvez, de garder une bleue en main. C'est comme ça le sorcier il aura beaucoup plus de mal à vous tuer. Alors évidemment ça réduit votre potentiel d'aggro de garder une bleue en main, mais si vous vous livrez, si vous balancez toute votre main, vous faites le jeu du sorcier, le sorcier il attend que ça pour vous tuer. Donc essayez dans la mesure du possible de garder une bleue dans votre main. Cinquième erreur que je vois aussi, c'est le fait de mal séquencer ses actions. Donc ça c'est un conseil. Le fait de faire attention à bien séquencer ses actions, c'est un conseil qui vaut surtout pour les decks wide, c'est-à-dire les decks aggro qui ont tendance à enchaîner plein d'attaques. Flèche, je trouve que Flèche a réussi le tour de force de rendre intéressant, même les jeux les plus aggro, ils sont intéressants à jouer, parce que très souvent, c'est très important de jouer ses cartes dans le bon ordre, de bien séquencer ses actions pour optimiser son jeu, et c'est pas toujours évident. Donc je voulais vous donner un petit exemple que j'ai eu en commoner avec Ira. Donc pourtant c'est des cartes toutes simples, mais c'est une situation où l'idée ça va être de faire le maximum de dégâts pendant son tour. Donc il nous reste deux cartes en main. Il nous reste un Whisper of the Oracle bleu et un Critical Strike rouge, et on a un Flying Kick rouge dans l'arsenal. Donc en équipement on a Kodachi Zephyr. On suppose qu'on est contre un deck qui peut pas péter le Zephyr, c'est pour ça qu'on le joue. Et en équipement on a encore le Cross Trap, le Goliath et puis les Snapdragon. Donc qu'est-ce que vous feriez vous pour faire la meilleure séquence en utilisant toutes ces cartes et en jouant le maximum de cartes, en mettant le plus de dégâts à votre adversaire? Donc la séquence que je vous propose, c'est assez simple en fait, mais c'est quand même important de faire dans le bon sens. C'est déjà de jouer le Critical Strike rouge en pitchant Whisper of the Oracle. Donc il nous reste 2 flottants, et donc on propose à notre adversaire une attaque à 5. Donc on lui propose 5 dégâts. En réaction, on va péter les Snapdragon pour lui donner Go Again, pour poursuivre notre tour, parce qu'il n'a pas, évidemment ça n'a pas Go Again naturellement. Et à ce moment-là, si on veut poursuivre, si on veut arriver à faire le Flying Kick avec son +2, tout en faisant le meilleur tour possible, il faut péter le Cross Trap, péter le Goliath. Donc quand on pète le Cross Trap, ça ferme la chaîne de combat, donc ça c'est la chaîne de combat, elle est finie. Là on va démarrer une nouvelle chaîne de combat. Mais c'est important de péter le Cross Trap et le Goliath maintenant, pour pas briser la chaîne, pour que le Flying Kick ait bien son +2 de son effet.
Et puis on pouvait pas le péter avant le cross trap, hein, évidemment, puisque sinon ça allait payer le critical strike. Et nous on veut pas que ça paye le critical strike, on veut que ça paye le flying kick. Donc du coup là on va enchaîner avec le Zephyr. Donc c'est une nouvelle chaîne de combat, mais le Zephyr a quand même son +1 d'Ira, puisque Ira c'est la prochaine attaque à chaque tour. Donc du coup on attaque bien à 3 avec le Zephyr, hein, qui est pas pété. On fait le Kodachi à 1. Et du coup là on peut jouer son flying kick, donc qui coûte bien 0 avec le cross trap, et qui est boosté de +2 par son effet, et de +2 par le Goliath, donc ça fait un flying kick à 9, donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13 et 5, 18. Donc vous voyez qu'on a balancé 18 dégâts à notre adversaire, alors qu'il nous restait juste 2 cartes en main, hein, alors qu'on s'était défendu avec 2 cartes, et il nous restait juste 2 cartes en main. Donc voilà une séquence assez simple, hein, finalement, avec Ira en commoner, mais c'est important de bien réfléchir à comment vous allez séquencer votre attaque pour qu'elle soit la plus efficace possible, et de faire les attaques et les non-attaques dans le bon ordre, pour que en fait à chaque maillon de chaîne et à chaque fois que vous jouez une non-attaque, il y a des enjeux en termes de séquençage pour que votre tour soit le plus optimal possible. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, hein, si ça vous paraît correct ce que je vous propose. Peut-être qu'il y a d'autres façons de jouer cette séquence, peut-être en gardant une carte dans l'arsenal, mais là l'idée c'était de faire le maximum de dégâts avec tout ce qu'on avait sur la table. Donc en conclusion, voilà pour les petits conseils de gameplay un peu très généraux que je voulais vous donner. Alors après il y a évidemment tout ce qui est faute d'inattention, hein, oubli. Par exemple, quand on démarre le jeu, on oublie souvent le marqueur de sa tunique en début de tour. Alors vous inquiétez pas, hein, avec la pratique, ça devient automatique. Et après c'est des trucs qu'on n'oublie plus. Mais au début, c'est normal, hein, d'oublier. Si vous et votre adversaire sont d'accord pour revenir en arrière dans ces cas-là, hein, pour pouvoir remettre le marqueur sur la tunique, on peut le faire. Et comme ça, tout le monde passe un bon moment à jouer, ce qui est évidemment le plus important dans tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, amusez-vous bien et à la prochaine, ciao!